Salam alaikum, chers amis, vous qui nous suivez depuis le réseau Facebook. Aujourd'hui, il va être question de démocratie aux Comores. Notre démocratie est-il en danger? Ça va être la question que je vais poser à mes invités. J'aurai le plaisir de recevoir le doctorant Mohamed Rafsanjani et le président de SOS Démocratie, Ahmed Abana. En attendant, comme d'habitude, faites-moi signe si vous nous recevez bien, si vous recevez au niveau du son, si tout est impeccable, avant de démarrer notre direct. Donc, je vois qu'il y a déjà, vous êtes déjà nombreux, vous avez pas mal de questions déjà qui sont présentes. On posera à nos invités. Salam alaikum, El Matinou Tabiboumze, qui est là, qui lève la main. Lune Soleil lève les yeux. Donc, ça veut dire ça veut dire qu'il m'entend bien. S'il y a d'autres personnes, Hachim Saoussan, assalamu alaikum. Mohamed El-Had, assalamu alaikum. Donc, il y a déjà des slogans qui arrivent, on va tempérer. Donc, Akram Said Mohamed est là aussi, il est présent, il nous reçoit 5 sur 5, alhamdoulilah. Donc, on va pouvoir commencer notre échange aujourd'hui. Comme vous voyez au niveau du titre, il va s'agir de se poser la question s'il existe encore une démocratie dans notre archipel, avec les derniers événements depuis quelques temps qui secouent notre archipel. Et bien évidemment, pour en discuter, j'ai l'honneur de pouvoir inviter des personnes compétentes en la matière. Et en premier lieu, je vais appeler avec moi Mohamed Rafsanjani, doctorant en droit public, qui est là avec nous et qui va nous éclairer. Rafsanjani, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, est-ce que déjà vous me recevez bien aussi de votre côté? Oui, ça va, impeccable. 5 sur 5. Très bien. Donc, et aussi avec nous Ahmed Abana, le président de SOS Démocratie aux Comores. Assalamu alaikum, Abana. Alaykoum salam. Oui, je rappelle qu'Abana, c'est un surnom, mais le vrai prénom, c'est Abdourahman. Oui. Abdourahman Mais Abana. bon, c'est pas grave. Oui. Abdourahman Ahmed. Oui. On a l'habitude de vous appeler par Abana, mais c'est vrai que. Tout à fait, oui. Bon, comme c'est célèbre, on va. Tout à fait. Donc, on reviendra là-dessus ensuite en deuxième partie, mais on va commencer donc avec le docteur Rafsanjani. Déjà, dans un premier temps, on a vu que ces derniers temps, aux Comores, il y a pas mal de bouleversements qui se passent. Vous avez été aux Comores il y a pas longtemps. On vous a vu intervenir dans différents lieux pour essayer d'expliquer ce que c'est, quelles sont les institutions démocratiques de notre pays. On va essayer aussi, à notre niveau, sur ce réseau, de faire comprendre aux personnes qui ne sont pas novices en la matière, quels sont les organes qui font les institutions démocratiques de notre pays aujourd'hui, Rafsanjani. Eh bien, les institutions qui sont prévues par la Constitution, on rappellera d'ailleurs que la Constitution, c'est une œuvre démocratique, puisque dans notre histoire, toutes nos constitutions, la plupart, ont été adoptées par référendum, donc c'est l'œuvre du peuple. Et cette Constitution met en place 3 institutions, voire même 4 essentielles au point de vue de la démocratie. Donc nous avons l'institution par excellence, qui est l'Assemblée de l'Union, qui est celui où se trouvent les représentants, d'ailleurs pas les représentants du peuple, mais les représentants de la nation, où tous sont élus au suffrage universel direct, les 24 d'entre eux sur les 33, puisque les 9 autres sont choisis par les îles pour les représenter. Donc c'est là où il y a le cœur de la démocratie, puisque c'est là où le suffrage universel s'exprime pour choisir nos représentants. Ensuite, nous avons le président de l'Union, qui lui aussi est un élu de la République, donc instance démocratique. Et ensuite, nous avons ce qu'on peut appeler le pouvoir judiciaire ou le pouvoir juridictionnel, qui, même sans être des élus, sont des organes de la Constitution, donc sont par extension des organes de la démocratie. Donc, ce sont les organes aujourd'hui, les institutions de la République. Et pour préciser, dans le pouvoir juridictionnel, nous avons 2 grandes cours. Nous avons la Cour suprême et nous avons la Cour constitutionnelle. Donc, l'Assemblée de l'Union, le président de l'Union, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, les 4 institutions qui font en quelque sorte battre la démocratie dans notre pays.
Merci pour cet éclaircissement qui nous permet déjà de rentrer dans le vif du débat. Et on va voir que petit à petit, on va revenir, on va venir justement sur ces différentes institutions. Justement, Rafsanjani, est-ce que vous pouvez nous préciser essentiellement, de manière brève, quels sont les rôles des uns et des autres? Quel est leur périmètre de pouvoir pour que nous puissions ensuite comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre archipel? Eh bien, le périmètre des pouvoirs est assez classique, c'est-à-dire qu'il suit la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, puisque c'est le préalable dans toute démocratie, en tout cas, c'est que les pouvoirs soient séparés. Puisque si vous avez un pouvoir, par définition, vous êtes tenté d'en abuser. Donc, on sépare les pouvoirs pour essayer d'éviter l'abus du pouvoir. Et donc, ces institutions répondent à chacun, à chaque organe répond une fonction, répond un pouvoir. Donc, le président de l'Union, c'est le pouvoir exécutif. Donc, il est élu essentiellement pour gouverner et pour exécuter les lois et les décisions de justice. Donc, il est là pour gouverner. Il a plusieurs rôles, mais des rôles classiques. Il est le chef des armées. Il est celui qui a le pouvoir de nomination aux Comores. Hein. Il nomine aux emplois civils et militaires. Il est celui qui ratifie, enfin qui négocie nos traités, hein, nos engagements internationaux. C'est lui qui les négocie. Il n'est pas celui qui les ratifie, mais il est celui qui les négocie. Et puis surtout, très très important, il est le seul d'ailleurs, qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Et c'est hein, le seul aux Comores qui détermine et qui conduit la politique de la nation, c'est le président de l'Union. Il est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de premier ministre hein, pour situer, voilà, pour exactement. aux autres qui ont l'habitude de voir des premiers ministres, par exemple, ici où on vit voilà, au Comores, on n'a pas de premier ministre. C'est le chef de l'État qui est aussi en même temps chef de gouvernement. C'est exactement ça, parce que le fait qu'on ait un gouvernement, des fois, ça crée un peu l'amalgame, puisqu'on aime bien comparer avec la France. Nous, on n'a pas aux Comores de gouvernement au sens français du terme. D'accord, on n'a pas de gouvernement avec un chef qui serait le Premier ministre et qui déterminerait et qui conduirait la politique. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est pas le chef d'État qui détermine et qui conduit. Lui, c'est juste un arbitre. Celui qui détermine et qui conduit la politique, c'est le gouvernement et son chef. Au Comores, tout ça s'est mélangé dans un seul tête. C'est le président de la République. Hein. On dit d'ailleurs que l'exécutif est monocéphale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule tête. C'est le président de la République. Les ministres, ce ne sont pas des gens qui existent de manière autonome. Ce sont au plus des collaborateurs. Mais celui qui détermine la politique et qui la conduit, c'est le chef de l'État. Ensuite, nous avons l'Assemblée de l'Union, un rôle classique. Hein, il a celui du pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'il a deux missions essentielles, celui de voter la loi et celui de contrôler l'action de ceux qui nous gouvernent. Donc ça, ce sont ces deux missions essentielles, voter la loi et contrôler l'action des gouvernants. Et puis, vous avez les deux cours. Donc, vous avez la Cour constitutionnelle qui est le juge de la constitutionnalité de la loi. Donc, il est celui qui s'assure que notre Constitution est respectée. Parce que vous savez que dans une démocratie, vous avez un ordre juridique et vous avez donc une hiérarchie entre les normes. Et au-dessus, vous avez la Constitution, hein, c'est la norme suprême. Alors, on a un petit... Donc ensuite, il a d'autres missions qu'on aura peut-être l'occasion de détailler, parce qu'il ne fait pas que contrôler la loi, il est aussi juge électoral, il est aussi l'arbitre des conflits de compétences, parce que nous le verrons peut-être, mais nous sommes dans un État fédéral, donc c'est un peu plus compliqué. Donc il faut arbitrer les compétences, et puis surtout, il est le garant hein, de nos droits et de nos libertés. Et puis enfin, vous avez la Cour suprême, qui est le pouvoir judiciaire par excellence, c'est la haute juridiction du pays. Celui qui juge en dernier ressort tous les jugements qui sont rendus par tous les juges aux Comores pour essayer de s'assurer que la loi est bien appliquée. Donc voilà, en résumé, vraiment en résumé, les missions et les pouvoirs de chacun. Alors, si on a bien compris, il y a une question qui me taraude, puisque on a dit que le chef de l'État, c'est aussi le chef de gouvernement. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut aussi parler de position, puisque normalement, enfin, dans l'habitude que nous avons ici en France, lorsque l'Assemblée est majoritaire d'un parti ou d'un autre, c'est le parti majoritaire qui va gouverner. Or, chez nous, étant donné que le pouvoir est entre les mains du chef de l'État, est-ce qu'on peut parler d'un État avec une opposition ou est-ce que l'opposition, en quelque sorte, est inexistante?
Alors, juridiquement, l'opposition, ce n'est pas une notion juridique, hein. L'opposition, c'est une construction politique. D'ailleurs, vous ne trouverez mention nulle part dans aucun texte de l'opposition. C'est très, très rare. Alors, effectivement, nous avons un régime qui est assez particulier, qui n'est pas un régime parlementaire, parce qu'en réalité, l'opposition, on le trouve facilement dans un régime parlementaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez expliqué, dans un régime parlementaire, c'est la majorité qui gouverne. Donc, l'opposition, de manière logique, on l'identifie dans la minorité parlementaire. Alors que chez nous, au Comores, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que le chef d'État peut gouverner, il n'a pas besoin de majorité au Parlement. Donc, il est le chef. Donc, quand bien même, par exemple, vous pouvez trouver une opposition, mais qui est en réalité majoritaire. Vous voyez, c'est un système un peu compliqué. Donc, nous n'avons pas d'opposition au sens, on va dire, classique parlementaire du terme. Alors, Rafsanjani, je vais vous montrer une image et on va la commenter ensemble et je vais aussi accueillir Ahmed Abdourahmane pour la commenter. Là, vous voyez les chefs d'État qui ont gouverné ces dernières années aux Comores, on va dire depuis Saïd Mohamed Johar. On a eu Mohamed Taki Abdourahmane et ensuite on a eu, on va dire à partir de 1999, Azali Assoumani qui dans un premier temps a pris le pouvoir sur un coup d'État jusqu'en 2002 où il a voté justement cette fameuse constitution où il est question aujourd'hui. Ensuite on a eu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Ikilou Bonin et aujourd'hui on a Azali Abdourahmane. Alors ce qui aujourd'hui taraude ou en tout cas fait débat et agite notre archipel, c'est cette constitution de 2002 avec cette fameuse tournante qui a instauré la tournante dans l'archipel pour amener cette paix, cette stabilité. Et c'est là où je vais accueillir notre deuxième invité qui va venir nous éclairer sur ce point, puisque le combat de son association a débuté dans les années justement 98, hein, le moment où il y a eu le séparatisme. Et c'est là où SOS Démocratie est né. Il y a eu de forts séismes aux Comores. Et là, SOS Démocratie est né justement pour appeler à la paix, pour appeler justement à la démocratie. Abdourahmane, comment aujourd'hui, quel regard portez-vous depuis 98 de la naissance de l'association, si ma mémoire est bonne, où on s'était rencontrés notamment à Marseille, puis à Dunkerque, et puis à Paris, à aujourd'hui, on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Quel est votre regard là-dessus? Merci de l'invitation. Merci de voilà, c'est un plaisir de partager cette émission avec Rafsanjani que j'estime beaucoup. Là donc, SOS Démocratie a été créé plus exactement en 96, bon 2 ans à peu près. Bon, c'était la période aussi une période voilà d'élection et effectivement chaque élection il y a des périodes de crise. Mais bon, nous avons été actifs aussi ici en France aussi pour le procès Ibrahim Ali, mais particulièrement pour la crise séparatiste qui a secoué le pays. Justement, bon là, il y a eu ce problème que Rafsanjani a insisté de compétences. Il y a eu d'abord un problème de gestion. C'est pour alerter justement que quand il y a un malaise et disons une politique très autoritaire, népotiste, où disons il y a une confusion entre le pouvoir exécutif qu'a bien expliqué Rafsanjani et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire en même temps, ça crée un malaise au niveau des citoyens qui se sentent lésés et qui sentent que le pouvoir est centralisé au niveau d'une seule personne. Et c'est ça qui provoque les crises qui ont secoué notre pays. C'est pourquoi nous alertons. Et là, justement, c'est encore notre, disons, raison d'être aujourd'hui, de dénoncer justement une intrusion sur, en fait, du pouvoir actuel du président Zali, sur le pouvoir législatif. Actuellement, donc, on sait ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où le président Zali n'a pas cherché
avoir une majorité cohérente. Il n'a de mémoire qu'un seul député. Et je ne comprends pas que le président de l'Assemblée puisse gérer l'Assemblée nationale comme, disons, il gère sa famille sans cohésion, sans respecter, disons, le pouvoir des députés en refusant ceux qui sont élus à l'île d'Anjouan, en instaurant une milice à l'intérieur et, disons, en répondant aux ordres du président Zali. Donc, pour nous, Alors, oui, pardon. Ouais. ouais, ben là, avant de revenir sur la crise qui secoue le pays, on veut avant tout comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a une constitution qui a été mise en place, notamment par Azali Assoumani, hein, qui a négocié cette constitution de la tournante en 2002. Ce que Oui. je voudrais qu'on comprenne, et peut-être Rafsanjani peut nous aider là-dessus, c'est quel est le fondement même de cette constitution, puisque vous l'avez expliqué lors d'une de vos interventions, que cela n'amène pas un second tour. Hein. On a un tour préliminaire, si on peut dire, dans une île, et ensuite on vote un président qui vient automatiquement tous les 4 ans. Au départ, c'était tous les 4 ans, aujourd'hui c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans d'une île différente. Expliquez-nous déjà cette constitution qui est fondée en 2002, qui a été ratifiée, je pense, il y a quelques années et qui court aujourd'hui. Et c'est ce problème-là qu'aujourd'hui Azali voudrait évoquer par un référendum. Mais expliquez-nous déjà cette constitution, comment elle fonctionne brièvement. Oui, Bien, brièvement, c'est. Oui. Oui, je vais laisser à Rafsanjani les détails, mais je voulais juste dire que c'est une constitution consensuelle, euh, normalement une présidence tournante. Ça veut dire que, bon, le président de l'Union actuellement, les primaires sont passées en Ngazidja, l'île de Ngazidja. Donc, ils ont été élus les trois premiers qui sont sortis donc des résultats des élections de l'île d'Engazidja. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un vote général euh, qui a permis de dégager parmi les trois un des trois présidents donc, qui va présider le pays, actuellement Azali Assoumani, jusqu'à 2021. Donc après 2021, comme c'était le cas, on a repris un autre tour, puisqu'il y a eu déjà un premier tour. Azali a été président, puis c'était Ahmed Abdallah Sambi qui était pour le tour d'en juin, et puis Kililou Douanine pour le tour de Moéli. Nous, on revendiquait qu'on puisse, disons, aussi permettre, puisque Mayotte est prévu dans la constitution comorienne, ne serait-ce que demander aux autorités françaises de pouvoir organiser ou voir la faisabilité d'organiser, disons, euh, euh, les, les, les élections primaires à l'île de Mayotte, mais le président Kililou n'a pas voulu. Donc, on a repris le tour de Ngazidja. Et là, ce qui nous étonne, c'est qu'avec le projet de modification de la Constitution, le président Azali veut enlever cette tournante et donc revenir à une présidence évidemment tout court, où il va se représenter pour un nouveau mandat de 5 ans. Je ne sais pas quels critères il va se baser. Est-ce que bon, c'est élection à deux tours? On ne sait pas encore le nouveau projet de constitution, mais en tout cas, bon, ça risque de créer un malaise justement, euh, particulièrement à l'île d'Anjouan qui devrait prendre le tour en 2021. Mais même à l'île de Ngazidja où l'opposition sent que les cartes sont un petit peu biaisées, oui. Docteur Rafsanjani, oui, alors juste effectivement, fameuse effectivement, tournante. ce qui a été expliqué, c'est une conscience de consensus. Hein, il est né par les accords de Fomboni. L'objectif premier, c'était d'apporter la réconciliation nationale. Et donc, on a mis en place cette constitution, on va dire, avec un État fédéral, avec des îles autonomes, et plus spécialement ce fameux article 13, donc l'article sur la tournante. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, parce que vous savez, la tournante, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour expliquer en fait comment ça fonctionne, en tout cas comment ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, il faut juste prendre l'article 13 phrase par phrase, hein, c'est assez éloquent. Alors l'article 13 commence en disant que la présidence est tournante entre les îles, donc là il n'y a pas de difficulté.
Le président est élu pour un mandat de 5 ans aujourd'hui, renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles. Et effectivement, on a pu se demander à un moment si le mandat est renouvelable, si on renouvelle d'abord pour tourner ensuite, ou si on tourne d'abord et on renouvelle ensuite. Je tiens à rappeler que les deux interprétations sont possibles, mais nous avons fait le choix de tourner d'abord et de renouveler ensuite. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on organise ce qu'on appelle une élection primaire, qui n'est pas un premier tour. Ce n'est pas un premier tour. On organise une élection primaire dans l'île à laquelle échoue la tournante et on choisit 3 candidats. On reviendra peut-être plus tard sur les défauts de cette tournante, mais j'explique uniquement comment ça fonctionne. Donc, les 3 qui sont gardés vont être soumis à un tour, le vrai tour électoral, c'est celui-là, les 3 face au suffrage universel exprimé dans les 3 îles. Et gagne celui qui a le plus grand nombre. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas celui qui est majoritaire. Celui qui gagne, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Nous verrons que c'est c'est différent. Et le président qui est élu, dans ce cas-là, il est le président de l'Union pendant 5 ans. Et ensuite, on tournera pour que ça soit un autre président. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que en 2016, on a tranché le problème, puisque finalement, la Cour constitutionnelle a expliqué que ce qui tourne, c'est l'élection primaire, mais aussi l'origine insulaire, entre guillemets, des candidats. Donc, c'est-à-dire que 5 ans, c'est un Grand Comorien, 5 ans, c'est un Anjouanais, et 5 ans, c'est un Moélien. Donc, aujourd'hui, c'est l'état actuel comme ça que ça fonctionne. Et justement, là, on a vu dans ce tableau que j'ai mis tout à l'heure et qu'on peut voir au niveau des présidents. Donc, on met de côté cette transition entre 1999 et 2002 issue d'un putsch, mais on a commencé le tour d'Ongazidia avec Azali Assoumani en 2002-2006. À ce moment-là, c'était 4 ans. On est revenu sur Sambi. On a ensuite Ikilou Doualine. Et là, justement, ce renouvellement-là dont vous parlez, est-ce que l'élection d'Azali Assoumani actuellement fait partie de cette constitution qu'il appelle au renouvellement? Ou alors, est-ce que ce renouvellement-là que vous venez de nous évoquer ne fait pas partie de cette nouvelle élection? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a appliqué en 2016, on a appliqué la première On a un petit bug au niveau du son avec Dr Rafsanjani. Dans le projet qui est envisagé. Ouais, je pense qu'on a un problème de son. On va essayer de reprendre le docteur, parce que là, j'en ai un problème au niveau du réseau. C'est pas au niveau du son, mais au niveau du réseau. On va reprendre Rafsanjani de suite, mais justement, je reste avec Abdourahmane Ahmed concernant justement cette photo, cette constitution, et on voit bien là les présidents de l'Union des Comores. On n'en a pas eu beaucoup, on en a eu 4 avec Azali Assoumani, on va dire même 3, avec Azali Assoumani qu'on revoit ici de 2016 et on ne sait pas jusqu'à quand. Est-ce que justement cette tournante à ce moment-là, au moment où il y a eu le séparatisme, est-ce que la tournante était la solution au séparatisme, Ahmed Abdourahmane? On sait que le fait qu'il y ait un président issu donc d'une île, ça permettrait d'avoir l'équité et ça permettrait d'avoir une sorte de répartition du pouvoir. En fin de compte, l'expérience a montré que ce n'est pas parce qu'un président originaire de Nzouani, de Ngazidja ou de Mouali que les intérêts de Nzouani, de Ngazidja ou de Mouali seront favorisés. L'expérience est que pendant la mandature du président Sambi, surtout qu'il y a eu la crise de compétences que tu évoquais tout à l'heure, il n'a pas pu gérer en juin parce qu'il y avait Mohamed Bakar qui avait son armée, donc il y avait 2 armées à l'époque aux Comores et qui avait son pouvoir et à l'époque il y avait les présidents dans chaque île, donc il se prenait pour un deuxième président. Et même le président Sambi ne pouvait pas aller dans son île natale. Bon, il fallait presque 2 ans. Donc, du coup,
le président Sambi a appliqué sa politique ou disons en tout cas sa politique économique, particulièrement à l'île d'Angazija et de Moélie. Donc, il s'avère que c'est dans ces deux îles, particulièrement Ngazidja, qu'on a commencé à sentir les effets de sa politique économique ou financière, gouvernementale en tout cas. Il fallait l'intervention des forces africaines en juin pour qu'ils puissent s'occuper de l'île d'Anjouan. Donc, il a perdu presque 2 ans et demi pour ça. Donc, bref, le président Kililou Douanine est arrivé, lui, c'était l'optique de pouvoir servir les intérêts de Moélie, entre guillemets, parce qu'il considérait que Moélie était la plus lésée des îles. L'expérience a démontré que ce n'est pas parce qu'on est président d'une île, donc particulièrement de l'île de Moélie, que Moélie a pu se développer. On a vu l'expérience que, à part des belles constructions de Comores Télécom, l'aéroport ou quelques bâtiments qui ont été construits, mais le niveau de vie de la population de Moélie n'a pas progressé. Je pense même qu'elle a régressé au niveau du mandature du président Ikililou Douanine. Donc, mis à part quelques partisans, soit de son village ou de l'île qu'il a favorisé pour avoir des postes ou qu'il a pu créer, embaucher quelques moyens par-ci, par-là, mais cela étant, sur le plan, en tout cas, développement économique, investissement, équité, c'est pas parce qu'on est président d'une île qu'on peut, parce que évidemment, les Comoriens ont ressenti que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui se gère en famille, qui se gère, enfin bon, il y a le népotisme, la corruption qui existe, mais au contraire, la corruption ne favorise pas le développement d'un pays. Ça permet à certains proches du pouvoir de se remplir les poches. Donc, c'est pas parce que voilà, la tournante est de telle origine, ça peut favoriser parfois juste bon, quelques partisans par-ci par-là, et particulièrement de la ville d'origine, mais c'est limité en tout cas sur le développement des îles, puisque là, il faut une politique générale de décentralisation, une politique générale, et ça, c'est pas, ce problème ne peut pas être réglé par une constitution, mais c'est un plan de développement, ça demande, disons, une volonté politique comme je l'ai indiqué. Alors, on a bien compris hein, que la constitution, cette constitution tournante qui a créé pas mal d'appareils, on n'est pas rentré sur les appareils des îles qui ont été aussi modifiés. On est passé de président des îles à des gouverneurs aujourd'hui. Mais je voudrais revenir avec le docteur Rafsanjani concernant justement cette constitution, encore une fois, puisque aujourd'hui la question qui secoue les Comores, c'est que le président Azali voudrait lancer un référendum pour justement essayer de rester, certains disent, un mandat de plus. Si on fait l'analyse, il y a quelque chose qui est passé pratiquement sous silence, alors que ça fait grand bruit. C'était les assises nationales. Les assises nationales devaient justement essayer d'apporter des solutions, en tout cas faire le point sur non seulement sur cette tournante, mais aussi depuis 42 ans d'indépendance, on a l'impression que ces assises-là n'ont jamais eu lieu. Aujourd'hui, Rafsanjani, qu'est-ce qui, puisque le président a ce pouvoir-là de pouvoir faire, de consulter le peuple, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui gêne aujourd'hui l'opposition? Pourquoi ce blocage au niveau du pays aujourd'hui? Eh bien, vous savez, en fait, il faut que les Comoriens fassent la différence entre la jouissance d'un droit et l'exercice d'un droit. Le président de la République jouit du droit de la révision constitutionnelle. C'est son droit. Par contre, pour l'exercer, il y a des conditions. Pour l'exercer, il y a des procédures. Donc, ce qui gêne aujourd'hui, je ne sais pas si ça gêne l'opposition, mais ce qui gêne au regard du droit aujourd'hui, c'est que justement, on ne suit plus aucune procédure telle que prévue par la Constitution. Et tout ceci a commencé à partir du 12 avril, lorsque le président de la République décide de prendre sa décision, vous savez, la fameuse décision du 12 avril, pour transférer les compétences. À partir de ce moment-là, il faut que les Comoriens comprennent qu'à partir du moment où le président décide de son propre chef
de modifier la Constitution, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a pris des compétences d'une juridiction et il l'a donné à une autre. C'est-à-dire qu'il a fait ce que seule la Constitution peut faire, il l'a fait tout seul, avec un décret. Donc il faut que les Comoriens comprennent qu'à ce moment-là, il n'y a plus de Constitution. C'est-à-dire que la Constitution est suspendue, puisqu'on ne suit pas ce que la Constitution dit, mais on fait tout à côté. Donc vous voyez, c'est un peu comme un devoir de maths qui a mal débuté. C'est le péché originel. À partir du moment où vous commencez par une forfaiture constitutionnelle, eh ben, tout ce qui suit est entaché par la forfaiture. Donc, depuis le 12 avril jusqu'au 30 juillet, on est dans une forfaiture constitutionnelle. Donc, peu importe ce qu'il peut faire, tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, tout ça rentre dans la forfaiture. C'est ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est pas le fait de consulter le peuple. Ce qui gêne, c'est le fait de consulter le peuple sans suivre la procédure. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un peu paradoxal de consulter le peuple pour lui demander quelque chose, tout en au préalable piétinant ce que le peuple même a posé. Vous voyez, c'est paradoxal comme situation en parlant de démocratie. C'est-à-dire qu'on commence par un acte antidémocratique puisqu'on suspend ce que le peuple a fait et on dit en retour, on va l'interroger pour qu'il dise quelque chose. Donc, il y a un paradoxe, un hiatus entre les deux. Donc, c'est ça qui gêne. Ce qui gêne, c'est la forfaiture constitutionnelle qui se poursuit. Il faudrait rétablir l'ordre constitutionnel. Donc c'est là où on parle justement d'une démocratie qui est en danger. On le voit aujourd'hui que chaque manifestant, chaque manifestation est notamment réprimandée, réprimée. Donc on a des personnes qui sont emprisonnées sans raison. On n'est plus dans une démocratie, mais est-ce qu'on peut parler de dictature à ce moment-là? Au niveau de la Constitution, si on respecte plus la Constitution, est-ce qu'on est dans une forme de dictature? On est dans une forme de dictat? Alors, je pense qu'on est dans une forme de diktat. Est-ce qu'on est dans une dictature? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on est dans une forme de diktat. Pourquoi? Parce que tout se fait en dehors du texte. C'est-à-dire qu'on a pris le texte, on a pris la Constitution, on l'a mis de côté, et puis après, on fait comme si elle n'existait pas. Donc, à chaque fois qu'on produit quelque chose, on le produit, un acte, un décret, une note, etc. On le produit presque de son propre chef, puisqu'on a mis la Constitution de côté. Donc, on est dans une forme de dictat, puisque le seul à pouvoir produire une décision, il ne peut le produire que dans le cadre de la Constitution. Et ça, malheureusement, ce n'est pas uniquement du fait du pouvoir. Hein. Si vous regardez bien, c'est aussi du fait de l'opposition. L'opposition a mis de côté le texte et s'est engagée dans un combat politique politicien et a oublié le texte. C'est-à-dire que le texte, la Constitution lui donne des pouvoirs, la Constitution lui donne des procédures, lui donne des dispositifs pour pouvoir réagir à un abus de pouvoir. Et bien l'opposition a mis de côté ces procédures et fait de la politique politicienne en s'opposant. Donc, le problème qu'on a aux Comores, c'est que et les gouvernements. On a de nouveau un petit problème technique qu'on va vite récupérer, hein, je pense. C'est un problème de réseau une nouvelle fois. Mais on a compris que ce que nous expliquait le docteur Rafsanjani, il est de nouveau avec nous. On a souvent des petites coupures, hein, des micro-coupures au niveau de Toulon. C'est peut-être la connexion qui ne va pas. Mais on a compris hein, que l'opposition aujourd'hui, au lieu de jouer son rôle et d'utiliser les textes pour s'opposer à ce diktat, on ne va pas parler de dictature, mais à ce diktat du président, elle se range dans une forme de politique politicienne, de combat de coq, si on veut être un peu plus vulgaire, où on a l'impression que c'est un match de boxe entre Azali et son opposant qui est Sambi. Est-ce que c'est l'image que cela produit aujourd'hui? Bah alors, vous savez, le problème, c'est que enfin, les opposants vont en général soulever le principe de réalité. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, vous voyez, à l'Assemblée, on ne peut pas siéger. Vous voyez, il n'y a pas la liberté. Le président ne suit pas le texte. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on suivrait le texte. Donc, on ramène au principe de réalité. Le problème, c'est que nous, les juristes, et c'est peut-être notre défaut, nous ne sommes pas des politiques. Donc, en fait, nous, on part d'abord du texte, du droit positif. Et on se rend compte que le droit donne des moyens à ce que cette opposition réagisse. Hein, je prends juste un exemple simple. Tout le monde, avec les opposants, sont d'accord pour dire que la décision que le président a prise le 12 avril de recourir au pouvoir exceptionnel n'était pas justifiée.
Et c'est le cas, c'est pas justifié ni par aucune condition, ni de fond, ni de forme. Mais peu importe. Mais ils sont contre cette disposition. Eh bien, vous savez que la Constitution elle-même a prévu un moyen de réagir au cas où un président abuserait de ses pouvoirs exceptionnels. La Constitution prévoit qu'il suffit que les députés, que l'Assemblée votent à la majorité des 2 tiers et y mettent fin à l'article 12-3. Il suffit d'un vote. La majorité de 2 tiers, pour que les Comoriens comprennent, hein, ils sont 33, majorité des 2 tiers, c'est 22 députés. Eh bien, moi, vous pouvez aller vérifier hein, dans les actions qu'ils ont fait. À un moment, ils ont signé un mémorandum en disant on n'est pas d'accord avec ce que le président fait, etc. C'était un mémorandum d'élus. Il y avait à peu près une quarantaine d'élus. Eh bien, si vous comptez bien, dans ce mémorandum, il y avait 21 députés qui ont signé ce mémorandum. Il en faut 22 pour faire tout arrêter. Mais non, on préfère signer des mémorandums au lieu d'aller à l'Assemblée et aller voter. Et après, on nous dit qu'il y a le président qui empêche, etc. Je rappelle que lorsque le président utilise l'article 12-3, le Parlement se réunit de plein droit. Il n'a pas besoin d'être convoqué, pas besoin d'ordre du jour, il se réunit de plein droit. Donc la Constitution a prévu tous les moyens pour réagir. Mais malheureusement, dans notre pays, on n'est pas très adepte du texte. On est très dans la politique et on met de côté le droit. Et sans le texte, vous savez, notre interlocuteur a expliqué que ce n'est pas la Constitution qui fera développer le pays, hein, il faut un plan, etc. Moi, je suis arrivé à une conclusion, c'est que la Constitution, même si vous avez la plus parfaite, c'est sûr qu'elle ne va pas développer le pays. Par contre, si vous avez une mauvaise Constitution, là, je peux vous assurer que vous pouvez aller droit dans le mur. Une mauvaise Constitution, ça suffit à faire le malheur d'un pays. Et donc, vous devez revenir au texte. Moi, c'est ce que je dis. Et à ce moment-là, on peut s'en sortir. À vous entendre, on a l'impression que nos élus, nos gouvernants, en tout cas ceux qui ont le pouvoir de pouvoir agir, ne connaissent pas les textes, ne connaissent pas leurs propres outils de pouvoir. Et on a l'impression justement, et quand on voit ce qui circule chaque jour sur les réseaux sociaux, sur le net, on a l'impression que on a des personnes qui sont on a des gouvernants qui ne savent même pas le pouvoir qu'ils ont entre les mains. En tout cas, c'est l'impression que nous avons. Et je voudrais justement bondir là-dessus sur cette action, cet acte qu'a lancé un citoyen qui est Akram, qui nous suit, et justement qui a lancé un courrier à la Cour constitutionnelle pour justement essayer de demander d'invalider cette consultation par le président de la République. Parlez-nous de cette action et en quoi peut-elle aboutir? Eh bien, dans la mesure où, si on prend au mot la décision, hein, dans la mesure où la Cour suprême aujourd'hui fait office de juge constitutionnel et de juge électoral, on va dire que ce citoyen, Akram, a fait une requête auprès de la Cour suprême en tant que juge constitutionnel pour lui demander d'annuler le décret qui convoque le collège électoral pour faire le référendum. Parce que vous savez que pour faire une élection, il faut convoquer les électeurs et il n'y a que le président qui a ce pouvoir. Hein. Il prend un décret et il convoque le collège électoral. Et donc, l'objectif, c'était de faire annuler ce décret parce qu'on considérait que ce décret était irrégulier. Et donc, on saisit la Cour suprême pour lui demander de faire ça. Et les arguments sont très bien expliqués dans la requête. Et d'ailleurs, ce sont les arguments minimums, parce qu'il y a beaucoup d'autres causes d'irrégularité de ce décret. Mais effectivement, on explique que ce décret est convoqué hors délai. Il y a des conditions de délai qui ne sont pas respectées. Et puis surtout, il y a une condition quasiment logique qui n'est pas respectée. C'est que, encore une fois, quand on parle de démocratie, c'est assez intéressant, c'est qu'on va convoquer les électeurs à venir s'exprimer par oui ou par non, mais on ne leur dit pas sur quoi. C'est-à-dire qu'on a convoqué le suffrage universel avec un bandeau dans les yeux. Et on a dit au suffrage universel, venez vous exprimer. Le suffrage universel, déjà, ça ne se convoque pas. Et quand bien même c'est convoqué, le suffrage universel doit être en mesure de s'exprimer comme il faut. Et donc, il faut qu'il y ait le texte, qu'on sache pourquoi on vote. Et donc, on a saisi la Cour suprême et la Cour suprême a expliqué dans un premier courrier que c'était le président de la Cour qui avait été saisi et que lui n'est pas une juridiction et que par conséquent, il ne peut pas trancher. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le président, ce n'est pas un courrier au président, hein. C'est une requête qui a été enregistrée au greffe
de la Cour. Donc, c'est la Cour qui est saisie. Parce que si le président avait voulu être interpellé à titre personnel, un courrier lui aurait été envoyé à domicile ou à son bureau. On n'irait pas enregistrer une requête au greffe de la Cour. Si on a enregistré au greffe de la Cour, c'est parce que c'est la Cour qui a été saisie. Peu importe, il semblerait que cette requête a été corrigée, redéposée, et à ce moment-là, la Cour suprême, même pas la Cour suprême, la section administrative de la Cour suprême, par la voix de sa présidente, a pris un communiqué expliquant que désormais, si vous voulez contester le contentieux électoral ou constitutionnel, allez-y déposer à la Cour constitutionnelle. Ce qui n'est pas logique parce qu'on nous a expliqué que les pouvoirs étaient transférés. On va aller saisir, on va aller déposer à la Cour constitutionnelle alors qu'elle n'y est plus. Donc, vous voyez, il y a un hiatus. Et je préciserai d'ailleurs que dans tous ces cas-là, il y a une requête qui est déposée et la requête est tranchée, non pas par une décision, parce que quand vous faites une requête, même si elle est irrecevable, il faut prendre une décision d'irrecevabilité et expliquer pourquoi c'est irrecevable. Eh bien, ici, on a eu droit à la première requête à une lettre, c'est pas une décision, et on a eu droit à la deuxième requête à un communiqué, ce qui n'est pas une décision. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est-à-dire que nous sommes dans un climat général de forfaiture constitutionnelle. On a l'impression que plus personne ne s'occupe du texte et que chacun fait un peu comme bon lui semble. C'est un peu le sentiment général. Et heureusement qu'on a des garde-fous comme vous, Mohamed Rafsanjani, pour nous rappeler nos droits. Et c'est ce que c'est effectivement l'ambiance que nous avons. On a l'impression que ceux qui nous gouvernent eux-mêmes ne savent pas où donner de la tête. Et je voudrais justement interpeller Abdrahman Ahmed à ce sujet, puisque ce samedi à Marseille, il y aura une manifestation de l'Union de l'opposition comorienne de France, où notamment SOS Démocratie est signataire, puisque j'ai vu ça quelque part. On aurait dû avoir un des membres de l'organisation avec nous. Malheureusement, il ne s'est pas connecté à temps. Il s'agit de Tchèque. Mais justement, lorsqu'on écoute Dr Afsandiani, on vient se demander pourquoi user de manifestations alors que nous avons des outils aujourd'hui qui ne sont pas exploités par l'opposition, par les députés au pays. Qu'est-ce que ces manifestations traduisent au fond, Abdrahman Ahmed? Oui, donc ces manifestations, à l'appel d'abord des associations de la société civile que nous avons élargies avec les mouvements politiques, mais nous avons pris le devant. C'est pour la défense des droits de l'homme aux Comores contre les violations des libertés. Là, c'est un sujet qui va encore plus loin parce que actuellement, on sait qu'il y a une crise institutionnelle et constitutionnelle, comme l'a expliqué. En plus de ça, je voulais juste compléter quelque chose que Raf Sanjani a dit. Du moment que il y a la décision du 12 novembre qui a transféré le pouvoir de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, ce qui 12 est avril. anticonstitutionnel. Oui, 12 12 avril. avril. Pardon, 12 avril. Donc, le président Azali a effectivement le droit de appeler les électeurs pour un référendum, tout en sachant que c'est la Cour constitutionnelle qui devrait justement voir si cette décision, qu'on sait bien que c'est constitutionnel, mais la Cour constitutionnelle devrait valider cette décision pour que justement le corps électoral soit convoqué. Et c'est la Cour constitutionnelle, comme l'a expliqué Rafsanjani, qui peut être juge électoral à ce niveau. Donc, je ne sais pas comment on va organiser un référendum alors qu'on a transféré le pouvoir. Il faut savoir que les deux, il faut savoir que le président Zali a provoqué cette crise institutionnelle, puisque la plupart des cas, il fallait renouveler les conseils de la Cour constitutionnelle. Pardon. Ouais. Oui, je reviens sur le projet de la manifestation pour répondre à la question. L'objet de ma question, c'est de savoir, Oui. comme l'expliquait le docteur Afsandiani, qu'aujourd'hui, on n'a pas encore usé de toutes les options possibles pour justement s'opposer à ce diktat. On a tendance à vouloir opposer, à faire des manifestations les vendredis là-bas à Moroni, un peu partout dans l'archipel. Là, on a une manif ce samedi à Marseille. Est-ce qu'il n'est pas plus opportun et plus efficace
d'utiliser nous-mêmes, puisqu'on voit qu'un citoyen a pu l'utiliser, d'appeler nos représentants, qui sont les députés, nos représentants, d'user de tous les moyens possibles qui existent pour nous représenter au mieux, que de faire ces manifestations qui, au fond, nous le savons, n'amènent pas de solutions bien concrètes, puisque c'est la manifestation, même si c'est un droit de liberté d'expression, ne va pas en quelque sorte user des outils que nous avons au niveau constitutionnel. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'appeler justement nos gouvernants à agir dans ce sens? Oui, je vais répondre à cette question. Je voulais juste apporter quelques précisions, mais actuellement, la crise va plus loin qu'une crise institutionnelle et constitutionnelle. Il y a une série de violations des droits de l'homme. Je vous rappelle qu'il y a 29 jeunes de Moroni et d'Iconi qui ont été torturés d'une manière gratuite parce qu'on les considère comme circulant sans pièce d'identité. Ils ont été déshabillés. Enfin, les gendarmes ou les militaires ont pissé sur eux. Il y a eu l'histoire à l'île de Monthélie, l'histoire des clous, qu'on sait que c'est un coup monté qui a permis d'arrêter un certain nombre de personnes qui ont été torturées aussi, qui ont subi les mêmes sorts que les jeunes. Et donc, actuellement, à Moroni, il n'y a pas, évidemment, ces manifestations sont des manifestations, disons, de contestation contre effectivement la restriction ou les violations des libertés d'expression, des libertés de rassemblement, des libertés donc de circulation, puisque vous le savez autant que mieux que moi qu'un certain nombre de leaders de l'opposition non seulement sont empêchés de quitter le territoire national, c'est-à-dire de partir à l'étranger, c'était le cas donc de Barouane qui est actuellement détenu, alors qu'il a la double nationalité, la nationalité française, on l'a empêché de partir, de venir en France, soi-disant qu'il n'avait pas assez d'argent. On ne savait pas qu'un Français, pour venir en France, il fallait qu'il ait de l'argent. En fait, compte, c'est un prétexte fallacieux. On sait que l'ancien président Sambi, qui est revenu aux Comores, est, donc il y a une enquête qui est ouverte, ça c'est l'affaire de la justice, mais le fait qu'il a fait un prêche, on a sorti euh, une mesure, un arrêté, enfin bon, pour qu'il ne puisse pas prêcher. Puis après qu'il est allé à la mosquée de vendredi et que ses partisans l'ont applaudi, il a été mis en résidence surveillée. Ça devrait être du ressort du pouvoir judiciaire, mais ça a été pris par un secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une violation flagrante de la liberté de circulation. Il faut dire qu'actuellement, l'ancien président Sambi n'est pas mise en résidence surveillée comme le stipule la décision, mais presque dans une sorte de prison, puisqu'il n'a pas le droit de recevoir ni sa famille, ni ses amis, ni sortir. Donc là, bon, c'est comme un prisonnier. Donc tout ça, effectivement, ça excède. Et je voulais donner quelques précisions. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est assez inquiétant. Il faut savoir que le président de l'Assemblée, qui a le soutien évidemment du pouvoir exécutif, puisqu'il est manipulé par le pouvoir exécutif, euh, il convoque les assemblées selon son bon vouloir avec l'ordre du jour. Il décide des députés qui doivent siéger, d'autres qui ne doivent pas siéger, alors que le Conseil de l'île d'Anjouan a désigné 3 députés, il les a il les a empêchés de rentrer. Quand il y a eu 2 ou 3 députés qui ont voulu rouspéter, enfin la majorité des députés, mais surtout il y avait le député Tocha et Mouadji, je crois, qui rouspétaient devant lui, enfin bon, de cette mesure autoritaire du président de l'Assemblée. Il a sorti un taser et menacé de tirer sur les élus. Vous voyez dans quelle ambiance est le pouvoir de l'Assemblée. Donc, je veux bien justement que les députés puissent voter, mais est-ce que le président, euh, disons, comme c'est lui qui euh, convoque les réunions, dirige les réunions, est-ce que justement, s'il ne prévoit pas l'ordre du jour ou s'il ne prévoit pas, disons, ce genre d'assemblée, et surtout qu'actuellement, il y a une sorte de milice à l'Assemblée. Enfin, je veux dire, quand je dis milice, c'est peut-être j'exagère, mais ce sont des agents de sécurité
qui reçoivent leurs ordres du président de l'Assemblée et qui empêchent certains députés de rentrer, d'autres de partir, enfin en tout cas, mais moi à l'Assemblée, la liberté d'expression est, disons, bafouée, sans parler évidemment des élus, comme le député Tocham, Radiou, qui sont arrêtés alors qu'ils ont normalement la protection, donc en tant qu'élus, la couverture. Donc, c'est pour dire que le pays, on s'achemine vers une dictature. Une dictature. Qu'est-ce que c'est une dictature autoritaire? Compris que depuis quelques mois déjà, il y a justement des éléments qui ont été soulevés par le peuple et il y a une démonstration de force qui a été mise en place. Hein. Il y a notre ami Paul Fred qui nous demande à ce qu'on fasse aussi inviter d'autres personnes ou de personnes neutres qui puissent aussi nous donner, pour que nous puissions comprendre mieux la vérité. Et c'est notre objectif de faire venir des gens qui nous éclairent sur la situation aux Comores aujourd'hui. Pour nous, citoyens lambda qui n'avons pas d'étiquette ni à droite, ni à gauche, ni au centre, mais essayons de comprendre ce qui se passe dans notre pays et de lutter contre toute forme de dictature. Et c'était cela la raison de ma question par rapport aux éclaircissements qui nous a été donnés par le docteur Rafsanjani sur les outils à notre pouvoir, en tout cas au peuple. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ces députés ont été élus par le peuple pour défendre le peuple. Et aujourd'hui, même si on entend par-ci et par-là ce que vous avez expliqué est tout à fait juste aujourd'hui sur certains députés qui sont enfermés ou en tout cas qu'on leur prive de communication, mais il reste encore des outils, je persiste, comme l'a souligné Rafsanjani, il reste encore des outils au niveau de notre constitution qui nous permettraient de recourir sans passer forcément par ces manifestations qui sont nécessaires. Hein. Je ne veux pas mettre à porte-à-faux les manifestations, mais comme l'a fait Akram, les députés aussi, pourquoi pas, peuvent aussi amener des outils pour que nous puissions avoir plus d'éclaircissement et que nous puissions aussi comprendre comment fonctionne notre pays. C'était ça le but de ce direct, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de notre pays pour voir si on est dans une dictature ou si notre démocratie est bafouée. On a eu des éléments de réponse qui sont assez intéressants par le docteur Rafsanjani. Vous nous avez expliqué les mésaventures de certains membres de l'opposition. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. On a aujourd'hui l'impression, et le peuple s'exprimait là-dessus, certains membres qui sont partis, qui ont voulu manifester pour appeler aux députés, appeler à l'État de réagir, se sont sentis, entre guillemets, pris au piège par l'opposition qui a instrumentalisé ces rassemblements pour faire de l'opposition du Azali contre du Sambi. Et c'est ce qui aujourd'hui gêne forcément la population. Je voudrais avoir justement votre avis là-dessus et je voudrais commencer par le docteur Rafsanjani. Est-ce qu'on a l'impression, est-ce que on n'est pas, le peuple n'est pas justement pris au piège, le débat n'est-il pas biaisé à ce niveau-là? Vous savez, moi, les mots sont importants. Vous savez, si vous prenez la manière dont... Je prends par exemple l'opposition. Si vous prenez la manière dont il se présente, déjà dans le vocabulaire, vous sentez qu'il y a un problème dans la mission et il y a un problème dans la perception même de leur rôle. Parce que souvent, ils se présentent comme étant les députés de l'opposition. Et pourtant, c'est une expression qui est fausse, hein, parce que l'opposition n'a pas de députés. Hein. La seule personne qui a des députés, c'est la nation. C'est la nation qui a des députés. On est des députés de la nation d'abord. Avant d'appartenir à l'opposition, à un parti, à je ne sais pas quoi, on est les députés de la nation. Et la nation, c'est le seul souverain. Donc c'est lui qui, normalement, devrait être défendu. Donc déjà, dans la manière d'appréhender la mission, il y a quelque chose qu'il faudrait corriger. Ils sont des députés de la nation avant d'être des députés de l'opposition. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on observe dans notre pays aujourd'hui, c'est quand même la logique démocratique qui est complètement inversée. Et ça, c'est dû à une partie à nos textes. Parce que quand on parle du peuple, vous savez, le peuple, il compte pour quoi dans cette histoire? Il compte pour rien. Parce que si vous regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que le président était élu par le plus grand nombre de Comoriens. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un président, le président actuel, nous avons un président qui est minoritaire. C'est-à-dire qu'il a été élu
à 44% des voix à peu près. Et donc, il n'a pas été élu par la majorité des Comoriens. Même mieux, hein, si vous additionnez les voix des deux finalistes, ils atteignent la majorité absolue, ils dépassent la majorité absolue. Donc on a un problème dans notre constitution même qui fait que il laisse la place à des personnes qui peuvent ne pas être majoritaires et pourtant gouverner. Nous avons un pouvoir législatif aujourd'hui dans lequel ceux qui se réclament être majoritaires se réclament être contre le gouvernant. Donc on est dans une logique complètement floue qui est due quelque part au texte, mais qui est surtout due aux hommes. Parce qu'il faut toujours regarder les hommes avant de regarder les institutions. Donc, si tout le monde revenait au texte, si tout le monde se rappelait sa mission, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Mais encore une fois, il faut revenir au texte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, parce que le texte, justement, protège la liberté de manifestation, mais je dis que, normalement, il faut que le combat pour la démocratie se fasse à tous les fronts. Donc, le front de la rue, c'est très important parce qu'il faut que le peuple s'exprime, mais il y a aussi le front du droit qui est très important aussi parce que des outils ont été créés justement pour nous protéger et pour s'assurer que le peuple puisse s'exprimer. Donc, on ne peut qu'encourager les deux fronts, mais l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Il faut essayer de conjuguer les deux. Alors, on arrive déjà au terme de notre échange. Il y a tellement de choses, à dire. En tout cas, c'était assez enrichissant et très intéressant. Merci à vous deux de cette participation. Donc, je rappelle cette manifestation ce samedi de l'opposition, du front de l'opposition en France, voilà, Union de l'opposition comorienne. L'association de la société civile, ouais. En tout cas, ce que sur le tract, on a l'Union de l'opposition comorienne en France. En tout cas, c'est comme ça qu'est signé. Il y a les associations, bien sûr, il y a les partis politiques, les associations de société civile, les collectifs, les sans étiquettes. Tous, ils sont appelés à manifester ce samedi à Marseille sur l'Arc de Triomphe. Donc, ça, c'est un élément qu'on rappelle. Merci au docteur Rafsanjani de nous avoir éclairé sur le droit constitutionnel de notre pays et sur le pouvoir qui nous appartient pour essayer de comprendre l'actualité, ce qui se passe actuellement dans notre pays. Merci Abdourahmane Ahmed, dit Abana. Merci également, oui. Merci de l'invitation. De nous avoir apporté justement ces éclaircissements concernant les droits bafoués dans notre archipel. Juste une dernière question, peut-être là, je vais demander à ce que vous enlevez vos étiquettes de président, mais aussi de juriste, pour essayer, on va faire un petit débat de 5 minutes là-dessus. Je remets encore une fois cette image qui, moi, est parlant. Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'on a un manque de renouvellement politique dans notre pays? Est-ce que ce manque de renouvellement politique est à l'image de notre constitution? On a l'impression qu'elle est sclérosée, qu'on a l'impression que rien ne bouge, que c'est toujours les mêmes qui sont là. On n'a pas de renouvellement, on ne voit rien revenir, on n'a pas de son dissonant, on n'a pas de personnalité qui ressort pour justement essayer de nous éclairer, de nous montrer un chemin politique en dehors des juristes comme Rafsanjani ou des militants comme Abdourahmane Abana. Est-ce qu'aujourd'hui notre pays est condamné, je vais prendre le terme, à vivre avec les dinosaures? Si vous pouvez vous exprimer peut-être dessus, ça serait bien de donner votre avis. Est-ce qu'on est condamné aujourd'hui à rester sur une époque de dinosaures, de rester sur peut-être qui ne comprennent pas encore les enjeux d'aujourd'hui et où on a l'impression qu'on est dans un décalage. C'est l'impression que j'ai entre le décalage d'époque et de ceux qui nous gouvernent. Et Dieu sait que nous avons des personnes brillantes dans notre pays. Peut-être commencer par Abdourahmane Ahmed. Est-ce que notre pays est sclérosé à ce niveau-là? Enfin, là, j'ai remarqué que depuis, je remonte même depuis Ahmed Abdallah Abdelrahman qui a proclamé l'indépendance, puis Ali Swali, puis de nouveau Ahmed Abdallah, puis évidemment Djouar, on reprend le cycle. Moi, je crois que le mal qui a touché le pays, c'est que chaque fois qu'il y a un président qui arrive, il veut faire table rase sur son prédécesseur. Et ça, le problème, c'est que le pays ne peut pas progresser. Ali Swali, quand il est arrivé, il a dit, bon ben, il fait Ufakuzi, Wadaoula, donc il y a pas mal de choses de l'ancien système qui étaient écartées, disons, même quelques aspects positifs. Ahmed Abdallah, quand il a refait le coup d'État pour renverser Ali Swali,
il a tout enlevé de tout ce qui est Ali Swali. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que Ali Swali voulait mettre en place les moudrias. Les moudrias, le sens des moudrias, c'est les mairies. Et ils avaient des pouvoirs encore poussés, élargis. Ils voulaient mettre des pharmacies, ils voulaient mettre des écoles, ils voulaient mettre plein de choses, même si on n'appliquait pas le système. Mais du moment que les moudrias ont été construits, il fallait installer au moins des mairies, les appeler mairies au lieu de moudrias, par exemple. Et je crois que ça a joué un coup sur la décentralisation qui a reçu un coup depuis le temps. Et on a eu les conséquences des années après où en juin, on disait qu'il fallait tout à Moroni pour avoir un extrait, pour avoir un papier où Aliou Makele se plaignait. Oui, donc là, je dis que moi, ah oui, pour répondre à ta question, ah oui, je vais répondre brièvement à ta question. C'est pour dire que les Comoriens ont besoin justement, non seulement, tu as raison, d'un renouvellement politique, mais en même temps, de ne pas faire table rase chaque fois qu'il y a un président qui arrive, qui considère que tout le passé de son prédécesseur est nul et de le mettre à côté. Et même, évidemment, si on a ce renouvellement politique, c'est-à-dire les jeunes qui vont se lancer en politique, d'avoir cette notion que ce qui a fait mal à notre pays, c'est que chaque fois, on veut faire table rase, chaque fois, y compris les présidents qui sont arrivés pour la transition. Par exemple, Ahmed Abdallah Djouar, c'était le même système. Et Djouar a mis pas mal de choses d'Ahmed Abdallah à côté. Quand Ikwilulu Douanine, qui était venu, ou le relais qui devrait assurer la continuité du président Sambi, puisqu'ils étaient ensemble, c'était son vice-président. Quand il est arrivé, il a tout mis de côté, ce que tout a fait Sambi. C'est-à-dire, il a. Donc, c'est pas le problème de personnalité, mais après, c'est le pays qui est touché par ce problème de chaque fois des égaux de président. Chaque fois, on arrive, c'est moi, et tout ce qu'a fait l'autre, tout est nul, quoi. Donc là, c'est un appel en même temps aux jeunes, à la nouvelle génération. J'aimerais évidemment que des jeunes puissent évidemment se lancer dans ce système, mais qu'on a à l'esprit que tout ce qui est positif des anciens, on le maintient, on le développe et on écarte tout ce qui est négatif, tel que la corruption, le népotisme, la corruption et tout ça. Je crois que c'est ça qui va permettre à notre pays de rebondir. Ouais. Rafsanjani, votre regard là-dessus? Bien, vous savez, les, euh, les plus grands défenseurs de la tournante expliquent que elle nous a apporté la stabilité. Je crois qu'en réalité, ils confondent la stabilité et l'immobilisme. Elle nous a apporté beaucoup d'immobilisme. Et l'immobilisme, c'est pas un terreau fertile au renouvellement. C'est toujours les mêmes. Et je rappellerai d'ailleurs que non seulement chaque président fait table rase du passé, mais chaque président fait table rase des institutions. Nous avons eu 6 constitutions. Il n'y en a jamais, une constitution n'a jamais été révisée dans notre pays. Jamais. Il y a toujours eu un coup d'État ou bien la mort d'un président et on en a adopté une autre. Ça a toujours été comme ça. La seule révision la seule constitution qui a été révisée, c'est la nôtre. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les textes ont changé, les constitutions ont changé, mais les hommes, ce sont toujours les mêmes. Et donc, je veux bien que les textes soient mauvais et je veux bien que les constitutions soient mauvaises, mais au moins on les a changées. On a tout essayé. Peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être que justement, le problème est dans les hommes et dans la pratique des hommes. Donc, encore une fois, on engage un projet de révision. Je pense que ce qu'il faudrait réviser surtout, c'est les hommes. Et donc, effectivement, je suis dans cet appel-là, dans cette optique-là. Je pense qu'il faut un renouvellement. Je pense qu'il faut de nouveaux visages, il faut un bol d'air frais. Et puis après, on peut observer ce que ça peut apporter comme, comme, euh, comme bienfait, parce que je pense que ça ne peut être que des bienfaits. Voilà. D'ailleurs, beaucoup d'internautes qui suivent ce débat dans divers réseaux s'inquiètent du silence assourdissant de Fahmi Assed Ibrahim, qui est justement l'une des têtes nouvelles qu'on a vu surgir lors de ces élections et qu'on pensait justement qu'il allait prendre la relève. Mais ça, c'est un autre débat que peut-être on pourra relever un autre jour. Merci, chers amis, d'être intervenus avec moi sur ce sujet délicat. On a dépassé largement notre temps, mais que ce fut Merci intéressant. également. Ouais. En tout cas, on espère Merci. de nouveau vous revoir. Merci pour tout le travail que vous menez, pour le militantisme, pour l'éclaircissement et tout l'abnégation qui est le vôtre. Bonne continuation. Et que, comme disent certains, que Dieu bénisse notre peuple.
Que la paix soit sur vous et à très bientôt. Inch'Allah. Salam. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum.